Imaginez une terre au cœur de l'Afrique de l'Ouest, un lieu où l'histoire est aussi profonde que le grand fleuve Niger. C'est le Mali, un pays connu non seulement pour ses vastes déserts et ses villes vibrantes, mais aussi pour un passé rempli d'empires puissants qui ont façonné toute la région. Bien avant l'existence de nombreuses nations modernes, cette partie du monde abritait des royaumes incroyablement organisés et riches. L'histoire du Mali est un voyage à travers le temps, révélant comment d'anciennes civilisations ont accédé à la proéminence, construit des villes extraordinaires et créé des héritages qui résonnent encore aujourd'hui. Comprendre cette riche histoire est la clé pour comprendre le Mali d'aujourd'hui, avec toutes ses complexités et son esprit d'endurance. Le premier de ses grands pouvoirs fut l'Empire du Ghana. Ne le confondez pas avec le Ghana moderne. Cet empire était situé plus au nord, dans ce qui est aujourd'hui le sud-est de la Mauritanie et l'ouest du Mali. Florissant du 8e au 11e siècle environ, il était connu des géographes arabes sous le nom de Terre de l'Or. Les rois du Ghana contrôlaient les routes commerciales transsahariennes, devenant des intermédiaires immensément puissants. Ils n'exploitaient pas l'or eux-mêmes, mais taxaient chaque once qui traversait leur territoire. Ce contrôle stratégique du commerce leur a permis de bâtir une armée forte, une administration sophistiquée et une capitale, Kumbi-Saleh, qui était un centre commercial et culturel animé. Après le déclin du Ghana, une nouvelle puissance émergea, l'Empire du Mali. C'est peut-être le plus célèbre de tous les empires d'Afrique de l'Ouest, fondé au XIIIe siècle par le légendaire Soundiata Keïta. Soundiata, le roi lion, unifia plusieurs petits royaumes mandingues pour créer un État vaste et prospère. L'empire atteignit son apogée sous Mansa Moussa au début du XIVe siècle. Son pèlerinage légendaire à la Mecque en 1324 est une histoire racontée à travers le monde. Il voyagea avec un entourage si énorme et tant d'or qu'il aurait perturbé l'économie du Caire pendant des années. Ce voyage plaça fermement le Mali sur la carte du monde, démontrant son incroyable richesse et sa sophistication culturelle à l'Europe et au Moyen-Orient. Après le lent déclin de l'Empire du Mali, une autre grande puissance s'éleva pour dominer la région, l'Empire Songhai. Émergeant au XVe siècle depuis sa capitale Gao, les Songhai s'étendirent sous la direction de dirigeants ambitieux comme Soni Ali et plus tard Askia Mohamed. Askia le Grand, en particulier, n'était pas seulement un brillant stratège militaire qui étendit l'empire à son plus vaste territoire, mais aussi un musulman pieux qui promut l'éducation et le commerce. Il établit la loi islamique, standardisa les poids et mesures et fit de villes comme Tombouctou et Djenné des centres d'apprentissage de renommée mondiale, attirant des érudits, des astronomes et des théologiens de tout le monde islamique. L'incroyable richesse de ces empires reposait sur une chose, le commerce. Plus précisément, le commerce transsaharien qui reliait l'Afrique de l'Ouest à l'Afrique du Nord, au Moyen-Orient et à l'Europe. Des caravanes de chameaux, parfois comptant des milliers d'individus, traversaient courageusement le vaste désert du Sahara, créant un réseau d'échanges dynamiques. Ces voyages étaient longs et périlleux, mais les récompenses étaient immenses. Les empires du Ghana, du Mali et du Songhai sont devenus puissants en contrôlant les points clés le long de ces routes. Ils servaient de lien essentiel entre les régions productrices d'or au sud et les mines de sel au cœur du désert, créant un moteur économique qui a alimenté leur croissance pendant des siècles. Les deux produits les plus importants étaient l'or et le sel. L'or, extrait dans les forêts d'Afrique de l'Ouest, était très recherché dans le monde entier pour la monnaie et la décoration. Le sel, récolté dans des mines comme Tagaza au milieu du Sahara, était tout aussi précieux. Dans le climat chaud de la savane, le sel était essentiel pour la conservation des aliments et pour la santé humaine. Il était si précieux en fait, qu'il était souvent échangé contre son poids en or. Ce commerce sel contre or était l'épine dorsale de l'économie de la région. Les dirigeants des empires taxaient habilement cet échange, accumulant des fortunes qui finançaient leurs armées, leurs cours et leurs magnifiques projets de construction. Mais il n'y avait pas que l'or et le sel qui traversèrent le désert.
Les caravanes transportaient également d'autres biens précieux. Du sud venait l'ivoire, les noix de cola et, tragiquement, des personnes réduites en esclavage, capturées lors de conflits et vendues sur les marchés d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Du Nord venaient des produits manufacturés comme de beaux textiles, des chevaux, de la verrerie et des livres. Cet échange n'était pas seulement commercial, il était aussi culturel. Avec les marchandises venaient de nouvelles idées, technologies et croyances. Le plus important d'entre eux fut l'islam, qui se propagea pacifiquement le long des routes commerciales, portées par les marchands berbères et arabes. Il fut progressivement adopté par les élites dirigeantes, qui en voyèrent les avantages pour l'administration et la diplomatie. Ce flux d'idées transforma des villes comme Tombouctou et Djenné en centres légendaires d'érudition. Sous les empires du Mali et du Songhai, Tombouctou devint le siège de l'université de Sankoré, un ensemble d'écoles et de bibliothèques qui attirèrent les esprits les plus brillants. Les érudits y étudiaient non seulement le Coran et le droit islamique, mais aussi les mathématiques, l'astronomie, la médecine et la philosophie. Ils écrivaient et copiaient des milliers de livres, créant de vastes bibliothèques de manuscrits précieux. Ces manuscrits, dont beaucoup subsistent encore aujourd'hui, témoignent d'un âge d'or de la réussite intellectuelle en Afrique, une période où les villes d'Afrique de l'Ouest étaient des phares du savoir pour le monde entier. L'ère glorieuse des grands empires a finalement pris fin. Les conflits internes et les pressions externes ont affaibli l'empire Songhai, entraînant son effondrement après une invasion des forces marocaines en 1591. Les siècles qui ont suivi ont été marqués par une fragmentation politique, avec des États plus petits en quête de contrôle. Cette période d'instabilité a coïncidé avec l'intérêt croissant des puissances européennes pour l'Afrique. À la fin du XIXe siècle, la course à l'Afrique battait son plein, et la France a jeté son dévolu sur les vastes territoires du Soudan occidental. Utilisant sa supériorité militaire, la France a lancé une campagne de conquête progressive, mais implacable contre les États locaux qui résistaient à son avance. Au début du XXe siècle, la région qui est aujourd'hui le Mali était entièrement sous contrôle français. Elle fut incorporée dans une vaste fédération coloniale connue sous le nom d'Afrique occidentale française. Le territoire fut rebaptisé Soudan français. La domination coloniale française a profondément changé la société. Les Français ont imposé leur propre système administratif, leur langue et leurs lois. Ils ont construit certaines infrastructures, comme des chemins de fer et des routes, mais celles-ci étaient principalement conçues pour exploiter les ressources de la colonie, telles que le coton et les arachides, au profit de l'économie française. Les structures politiques traditionnelles ont été démantelées ou cooptées, et une nouvelle hiérarchie coloniale a été établie. Malgré les pressions de la domination coloniale, le désir d'autodétermination n'a jamais disparu. Après la Seconde Guerre mondiale, une vague de sentiments anticolonial a balayé l'Afrique. Au Soudan français, les mouvements politiques ont commencé à prendre de l'ampleur, exigeant une plus grande autonomie et finalement l'indépendance totale. Une figure clé de ce mouvement était Modibo Keïta, un leader charismatique qui a cofondé le parti politique qui mènerait le pays à la liberté. Il envisageait un avenir non seulement pour le Mali, mais pour une fédération africaine unifiée plus vaste qui pourrait se tenir solidement sur la scène mondiale. Ce rêve fut une force puissante qui mobilisa les populations de toute la région. Cette vision a mené à une brève mais significative expérience politique. En 1959, le Soudan français s'est uni à son voisin, le Sénégal, pour former la Fédération du Mali. Cette union était perçue comme une étape prometteuse vers l'unité panafricaine. Le 20 juin 1960, la Fédération du Mali a obtenu l'indépendance totale de la France. Cependant, de profonds désaccords politiques entre les dirigeants du Sénégal et de l'ancien Soudan français sont rapidement apparus. La fédération fut de courte durée et à peine 2 mois plus tard, en août 1960, elle se dissolvait. Suite à cette scission, le 22 septembre 1960, l'ancien Soudan français se déclara République du Mali indépendante, avec Modibo Keïta comme son premier président. Un nouveau chapitre avait commencé.
L'indépendance acquise, le président Modibo Keïta engagea le Mali sur la voie du développement socialiste. Il chercha à se libérer de l'influence économique de la France et à bâtir un État fort et autosuffisant. Son gouvernement nationalisa des secteurs clés de l'économie et s'aligna sur le bloc de l'Est pendant la guerre froide. Cependant, ces politiques rencontrèrent des difficultés importantes. Le progrès économique fut lent et les pénuries de biens devinrent courantes, entraînant un mécontentement public croissant. Le rêve d'une nation prospère et pleinement indépendante se heurta rapidement aux dures réalités de l'économie post-coloniale et au défi de la construction d'un nouvel État à partir de zéro. En 1968, cette insatisfaction culmina par un coup d'État militaire qui renversa Modibo Keïta. Le chef militaire, Moussa Traoré, prit le pouvoir, promettant de restaurer l'économie et la stabilité politique. Son règne, cependant, durerait 23 ans, devenant de plus en plus autoritaire. Bien qu'il ait abandonné le modèle socialiste, les difficultés économiques du pays persistèrent, aggravées par de graves sécheresses dans la région du Sahel au cours des années 1970 et 1980. Les libertés politiques furent supprimées et l'opposition fut réduite au silence. Au début des années 1990, une nouvelle génération de Maliens, inspirés par les mouvements démocratiques à travers le monde, commença à exiger le changement et la fin du régime de parti unique. La demande de démocratie conduisit à des manifestations généralisées et en 1991, une autre intervention militaire entraîna l'éviction de Moussa Traoré et la mise en place d'un gouvernement de transition. Cela marqua un tournant pour le Mali. En 1992, le pays tint ses premières élections démocratiques multipartites, qui furent largement saluées comme libres et équitables. Pendant les 2 décennies suivantes, le Mali fut considéré comme un modèle de transition démocratique en Afrique de l'Ouest. Cependant, des problèmes sous-jacents ont persisté, notamment une pauvreté profonde, des tensions ethniques et des rébellions récurrentes de groupes Touaregs dans le nord qui se sentaient marginalisés par le gouvernement central à Bamako. Ces défis non résolus ont éclaté en une crise majeure en 2012, lorsqu'un autre coup d'État militaire a déstabilisé le gouvernement, créant un vide de pouvoir exploité par des groupes séparatistes et extrémistes dans le nord. Cela a plongé le pays dans une période de conflit et d'instabilité dont il peine encore à émerger. Les dernières années ont été marquées par de nouvelles turbulences politiques, notamment d'autres coups d'État et des défis sécuritaires persistants. L'histoire du Mali, de ses empires glorieux à sa lutte pour l'indépendance et son chemin difficile en tant que nation moderne, est un puissant rappel que le passé est toujours présent. Comprendre ce long et complexe voyage est essentiel pour apprécier la résilience de son peuple et les défis auxquels il est confronté aujourd'hui.